Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter dans cette vidéo les besoins de l'enfant et c'est donc la deuxième vidéo de la série sur les besoins de l'enfant. Et donc, comme toujours, eh bien, je vais partager mon écran et je vais parler de besoins spécifiques dans cette vidéo. Je vais peu loin parler, pardon, des besoins physiologiques et des besoins de stimulation qui sont des besoins importants. Je voulais aussi vous présenter en général les besoins que je vous présenterai aussi dans des vidéos suivantes pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc là, je vais vous présenter les besoins physiologiques. Les besoins développementaux spécifiques, c'est-à-dire qui sont liés au stade de développement, je les ai déjà présentés dans la première vidéo. Dans la vidéo numéro 3, je vous présenterai les besoins de reconnaissance ainsi que le besoin de structure. Et dans cette vidéo-là, je vais vous parler, pardon, de besoins de stimulation sensorielle et intellectuelle des enfants. Sachez que tous ces besoins-là, à part les besoins développementaux spécifiques, tous ces besoins-là sont communs en fait à tous les humains. C'est-à-dire que nous avons nous aussi, en tant qu'adultes, des besoins physiologiques, des besoins de reconnaissance, des besoins de stimulation intellectuelle et sensorielle, ainsi qu'un besoin de structure. Donc, ce que vous apprenez pour les enfants, ça vous servira aussi pour vous. Alors, dans les besoins physiologiques, je vais sans doute pas beaucoup vous étonner, mais je rappelle quand même que satisfaire les besoins physiologiques, c'est le b.a.-ba. On ne peut pas aller à l'encontre du corps quelque part, et si on ne respecte pas les besoins du corps des enfants, eh bien, les besoins corporels des enfants, on va au-delà de comportements difficiles. Voilà, tout simplement. Alors, le premier besoin, évidemment, c'est respirer. On va espérer que les enfants puissent respirer à l'école entre 3 et 6 ans, et même après d'ailleurs. On pourrait même dire que le besoin de respirer, c'est aussi peut-être le besoin de sortir et de respirer de l'air frais de temps en temps. Voilà, je vais pas aller trop loin là-dedans. Alors, le deuxième besoin, boire. Ça a l'air d'être une évidence. Enfin, pour avoir été dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre d'écoles où on interdit aux enfants de boire dans l'espoir qu'ils n'iront pas faire pipi, ce n'est pas forcément un besoin si évident que ça. Or, en tant qu'adulte, vous êtes bien placé pour savoir que dès qu'on a soif, par exemple, si on ne peut pas satisfaire son besoin dans un temps relativement court, en fait, on ne va pas arrêter de penser qu'on a soif. Et donc, c'est quand même un petit peu difficile de se contenter si on est toujours en train de se dire j'ai soif. Évidemment, quand on est un adulte qui a 30 ans ou 55 comme moi, eh bien, on peut résister quand même plus facilement par rapport à ça qu'un enfant qui a entre 3 et 6 ans. Si évidemment, donner un verre d'eau, ça peut attendre, on n'est pas obligé d'être dans la minute pour donner un verre d'eau à un enfant qui a soif. Il n'y a pas tellement de raisons de l'empêcher de boire, hein, vraiment. Donc, voilà, si ce n'est le déshydrater, ce qui n'est pas très très bon pour son corps, hein. Manger, c'est aussi un besoin physiologique de se nourrir suffisamment. Bon, alors à part les enfants qui vivent dans des familles où effectivement il n'y a pas grand-chose à manger, théoriquement ça devrait aller. Et je dirais qu'on a peut-être des fois plus des problèmes avec des enfants qui mangent pas ce qu'il faut ou qui mangent à tort et à travers. Je ne vais pas forcément épiloguer là-dessus. En tout cas, par exemple, des enfants qui mangent à la cantine et qui sont très fatigués pour manger, par exemple aussi, ça peut être un problème. Donc, j'allais dire que tout est adapté en fonction de l'endroit où on travaille et des besoins qu'ont les enfants. J'estime par exemple que dans les endroits où il y a du périscolaire qui commence à 6h30, puisque ça arrive, il faut peut-être réfléchir à satisfaire le besoin physiologique de manger, parce que s'ils arrivent à 6h30, il n'est pas du tout sûr qu'ils aient pris un petit déjeuner. Et en plus, il n'est pas sûr qu'ils aient eu faim, s'ils sont levés au dernier moment, etc. Et en plus, on peut comprendre que les parents n'aient pas envie de les lever trop tôt. Donc, voilà, c'est quand même un élément à prendre en compte, surtout qu'aujourd'hui, avec l'école obligatoire à partir de 3 ans, on a quand même des enfants de 3 ans qui se coltinent du périscolaire du matin au soir, de 6h30, donc pour certains, jusqu'à 18h30. Donc, la rigidité n'est pas de mise et je pense que ça serait intéressant de pouvoir offrir aux enfants la possibilité de prendre un petit déjeuner quand ils sont au périscolaire du matin. Mais je ne sais pas si quelqu'un m'entendra. Voilà. Dormir, alors ça, c'est une nécessité absolue. On n'arrête pas partout de nous dire que le sommeil est super important, que si on dort pas assez, on peut être déprimé, qu'on peut être obèse, qu'on va avoir des problèmes de maladies et de trucs et de machins. En tant qu'adulte, on sait très bien que quand on est fatigué, on n'est pas très fonctionnel, on a du mal à résister à ses émotions. Enfin, et là, on se retrouve avec des enfants entre 3 et 6 ans où quasiment il faut demander pour qu'ils fassent la sieste. Alors, je sais que ça dépend des endroits. Si vous avez la possibilité,
proposer aux enfants, même quand ils sont en moyenne section, de faire une sieste s'ils ont vraiment besoin de dormir. Alors, je sais que ça demande une adaptation, ça demande des locaux. Ça demande une adaptation aussi parce qu'il y a des enfants qui vont peut-être presque jamais dormir et puis un jour ils seront fatigués, peut-être ce jour-là ils auront besoin de dormir. Il y en a d'autres qui auront besoin de dormir tout le temps et je ne vois pas comment le travail d'école peut être supérieur à la nécessité de dormir puisqu'on sait que pour bien assimiler, il faut être reposé. Et je veux bien qu'on critique les parents en disant que c'est parce que leurs enfants dorment pas assez. N'empêche que si on a fait du 6h30 ou du 7h30, 18h30 dans sa journée, on a besoin de dormir. Et effectivement aussi, les enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, ils sont encore fatigables. Donc pour moi, il n'y a rien qui justifie de sacrifier le sommeil sur l'autel d'une activité, vous voyez. Donc dormir, un enfant qui n'a pas dormi, c'est juste une catastrophe, on n'arrive pas à en faire façon, il pique des crises, il a plus de mal à se gérer, bien évidemment, en plus il a plus de mal à apprendre. Donc il n'y a aucun intérêt à priver les enfants de sommeil. Éliminer, là aussi, hein, c'est un peu, je crois que ça doit faire 30 ans que je répète la même chose. Donc éliminer, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir aller aux toilettes quand on a besoin et pas quand c'est l'heure, ça me semble être important. C'est-à-dire que jusqu'à 3 ans, on les encourage à être propres. S'ils vont à la crèche, on les félicite quand ils vont aux toilettes tout seuls. Alors, on va me raconter des choses sur ah là là, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, il n'y a pas d'heure pour aller aux toilettes. C'est quand on a besoin, quoi. Voilà. Alors évidemment, je ne suis pas naïve et je sais bien que si on laisse un enfant sortir, il y en a sans doute 5 autres qui voudront aussi aller aux toilettes parce que c'est le dernier endroit à la mode où on discute. Mais il y a quand même des façons de réguler l'accès aux toilettes pour éviter de se retrouver avec 15 enfants. Mais voilà, il n'y a pas de raison, notamment de supprimer la boisson pour éviter que les enfants éliminent. Et l'accès aux toilettes nous semble être un droit élémentaire. Voilà. On n'apprend rien en fait à se retenir toute la journée, hein. Bouger, c'est aussi un besoin physiologique, c'est-à-dire que des enfants entre 3 et 6 ans, mais des adultes aussi, ils ont besoin de bouger, hein, c'est marqué partout, manger, bouger. Donc, priver des enfants de récréation, je ne vois même pas comment ça peut être justifiable. Et quand on est en périscolaire, sur du temps qu'on gère soi-même, alors vraiment favoriser le fait que les enfants puissent sortir dehors, bouger, courir, etc. En tout cas, bah, c'est forcément une bonne chose. Sinon, ça veut dire que depuis le matin 8h30 jusqu'au soir 16h30 pour ceux qui restent le moins longtemps, et puis des fois 18h30, bah, les enfants, ils sont assis, ils sont toujours cadrés dans du temps qui est compté, mesuré, etc. Donc, bouger, 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 c'est absolument nécessaire. Être propre. Alors, être propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est absolument nécessaire pour un humain d'être tenu propre. Nous, quand on sera à la maison de retraite, on aimerait bien qu'il y ait des gens pour nous nettoyer. Donc, en maternelle, il serait bon quand même que les enfants qui ont du mal à s'essuyer tout seuls, on puisse les aider. Que des enfants qui ont un jour une selle un peu compliquée à essuyer, bah, ils aient le droit à un petit coup de main. Parce que se promener avec le caca sur les fesses toute la journée, c'est quand même pas super agréable. C'est pareil, si on a fait pipi dans sa culotte, être propre, ça veut dire qu'on a besoin d'être changé. Voilà, ça fait partie quand même des soins de base. Et objectivement, on n'apprend pas mieux à l'école non plus si on est resté dans son pipi. Et quant à dire qu'il faudrait que les enfants ils pensent à aller à la récréation faire pipi, on peut très bien avoir des enfants qui vont à la récréation faire pipi et puis qui ensuite boivent de l'eau et que du coup après ils ont envie de faire pipi et c'est pas l'heure. Non, en fait, voilà, ça marche pas ça, hein. Donc on peut pas apprendre des choses aux enfants contre leur corps, hein. Et puis bon, voilà, je m'arrête là pour les besoins physiologiques. Je pense que c'est assez clair et c'est le b.a-ba si on veut avoir des enfants bah, qui sont autonomes et à qui on peut apprendre des choses et apprendre à vivre en collectivité. Voilà. Besoin de stimulation sensorielle et intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les humains, ils ont besoin d'être stimulés au niveau sensoriel et intellectuel. C'est tellement vrai même pour les adultes que c'est une technique de torture en fait. Le fait de ne plus stimuler sensoriellement, vous enfermez les gens dans une cellule à 25 degrés, vous laissez la lumière allumée toute la journée, vous ne le laissez pas rencontrer qui que ce soit de toute la journée, ni parler avec qui que ce soit, on donne le même repas toujours à des heures toutes régulières, ce qui fait que la personne perd complètement les repères. Et il n'y a plus de simulation il suffit de quelques jours pour que les gens aient des hallucinations, c'est-à-dire que leur cerveau invente les stimulations.
Bon, alors, il arrive qu'il y ait des enfants qui manquent de stimulation totale quand ils sont dans des familles où on les a pas stimulés du tout, où on les laisse dans leur lit, on s'occupe pas d'eux. Bon, c'est quand même pas des cas forcément les plus courants. Et puis en maternelle, ils vont quand même avoir de la stimulation. La question, c'est quelle stimulation? En fait, ils ont vraiment besoin de stimuler les cinq sens, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de patouiller, ils ont besoin de courir, ils ont besoin d'écouter, de voir, d'apprendre à regarder, de rester à genoux dans l'herbe pour regarder les gendarmes, pour regarder les vers qui se baladent dans la terre, etc., etc. Donc les cinq sens, c'est pas juste l'intellect en fait qui compte, hein. Voilà. C'est les cinq sens et la motricité aussi, ça reste quand même très très important. Donc stimuler son intellect à l'école, normalement, il y a ce qu'il faut. C'est pour le reste que je suis plus inquiète. Et notamment avec la surstimulation par rapport aux écrans, c'est-à-dire qu'à la fois les écrans c'est de la surstimulation et c'est de la sous-stimulation. Donc c'est la surstimulation du visuel, du geste rapide, etc., puis d'une surstimulation de l'attention, mais captée par l'écran, et en fait une sous-stimulation de l'expérience physique, c'est-à-dire de l'expérience physique, par exemple, de bouger, mais aussi de l'expérience physique de faire de la peinture, c'est-à-dire comprendre que si je trempe un pinceau dans l'eau, puis que je mets de la peinture, que je frotte la gouache, mais que après j'en ai mis trop, et que donc ça fait trop liquide, et ça fait pas la même couleur, et même si je frotte trop sur le dessin, ça finit par faire un trou, etc. Tout ça, c'est de la stimulation sensorielle, même par rapport à l'odeur de la peinture, il n'y a pas d'odeur sur un écran. Voilà, donc jouer dehors, gratter la terre, jouer dans le sable, planter des clous dans des, dans des morceaux de bois, enfin, tout ça c'est de la stimulation qui reste important de jouer dehors dans la forêt. Enfin, voilà, je sais bien quand si on fait du périscolaire, on n'a pas forcément accès à tout ça, mais on peut réfléchir à autre chose que des activités qui ne soient que des espèces de reproduction d'activités manuelles qu'on ferait à l'école. Voilà. Et donc, stimuler la stimulation sensorielle, c'est vraiment important. Et là, on en arrive à un truc qui est un petit peu mon dada quand même ces derniers temps, c'est le jeu libre. Et le jeu libre, c'est-à-dire donner aux enfants des objets avec lesquels ils peuvent jouer, mais qui ne sont pas des objets qui sont faits pour faire cela. C'est-à-dire qu'on pourrait dire le jeu libre, par exemple, c'est je laisse librement les enfants jouer avec le garage et les voitures, ou avec les Lego, ou avec les Caplas, etc. J'ai rien contre ça, ça leur fait beaucoup de bien. Ils jouent dans leur coin, surtout le matin, on n'a pas besoin de les précipiter, donc si on n'a qu'envie de faire des dessins, etc. Mais une autre façon de faire du jeu libre, c'est vraiment l'idée, par exemple, de leur donner des poupées, des dinettes. Alors on peut même faire autre chose qu'une dinette. On peut leur donner par exemple des vieilles assiettes de camping, des gobelets en plastique ou en métal, etc. Et ils jouent avec ça dehors. Et alors ils vont jouer au restaurant ou ils vont jouer au camping. Et on aurait dit qu'on aurait fait ci et ça. Et ça, c'est du jeu libre, c'est-à-dire que ils projettent leur imaginaire dans des objets de récupération qu'on leur donne. Il n'y a pas de résultat attendu, si ce n'est l'imaginaire, la capacité à coopérer avec les autres, à s'inventer des jeux et à trouver des solutions. On peut leur donner des tissus pour faire des cabanes, on peut faire des capes avec les cabanes, on peut jouer, on peut donner des poupées, des choses comme ça aussi pour qu'ils jouent, on peut donner des balais, on peut donner des chiffons, bref, des trucs qui soient du jeu libre, c'est-à-dire un truc où on n'attend pas un résultat. Voilà, qui soit pas, évidemment, c'est pas mesurable, mais n'empêche que les effets du jeu libre sont mesurables. Euh, je prêche aussi pour le jeu libre en élémentaire, bien sûr, hein, parce qu'on a l'impression qu'en élémentaire, ils jouent avec rien. Bah, en fait, quand ils jouent avec rien, ils jouent à se battre. Et eux aussi, ils aiment bien les jeux d'imitation. Donc, on peut très bien aussi leur donner des dinettes et des choses comme ça. Je vous invite à regarder, on trouve sur YouTube voilà, une vidéo qui s'appelle La boîte à jouer à Vitruve, où il y a vraiment une très très belle démonstration de jeu libre. Et pour les enfants plus jeunes, il y a une vidéo sur YouTube aussi qui s'appelle Kids Gone Wild. Bon, je suis désolée, elle est en danois et en anglais, mais rien que regarder les images, vous allez voir ce que c'est que de la stimulation sensorielle et intellectuelle complètement en dehors d'un processus scolaire, quoi, mais qui répond vraiment aussi aux besoins des enfants et qui leur propose autre chose. Je dis pas qu'il faut faire exactement ça, mais je pense qu'il y a des inspirations à prendre. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai fini pour les besoins de stimulation intellectuelle et sensorielle et sur les besoins physiologiques. Fin de cette vidéo, prochaine vidéo sur le besoin de reconnaissance et le besoin de structure. Merci beaucoup.